Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous laisse le temps d'arriver, ça y est, c'est parti, le direct pour les émotions et nous. Voilà, ceux qui ont envie de se rendre disponibles pour échanger, discuter autour de nos émotions, avec évidemment le soutien des fleurs de bac. Vous êtes les bienvenus. Voilà, ce soir, la thématique, alors il y a marqué une petite information, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais bon, c'est pas grave. La thématique, c'est donc le regard des autres et comment on peut vivre différemment avec, pas forcément en étant dépendant aussi du regard des autres. Donc plusieurs propositions de fleurs. Et donc voilà, je vous laisse un petit peu arriver. Je sais que c'est pas toujours simple comme horaire, mais bon, je sais aussi qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils regardaient après en replay, donc tant mieux. Donc voilà, nos émotions et nous sur les fleurs de bac. C'est parti. Alors, par quoi commencer? Eh bien écoutez, c'est très simple. Moi j'ai envie de commencer avec cette fleur, d'oser aussi, par exemple, ce que je suis en train de faire là actuellement. Oser aussi se lancer et se libérer aussi du regard des autres. Alors, se libérer du regard des autres par rapport à ça, c'est peut-être d'abord commencer à se libérer de son propre regard. Et je pense en particulier à la fleur du manque de confiance en soi, parce qu'il faut sacrément la confiance en soi des fois pour faire des choses, et puis des fois, il n'en faut pas du tout. Et c'est aussi comme ça qu'on s'aperçoit que voilà, les choses aussi arrivent à arriver parce que justement, on se lance. Et c'est souvent en faisant les choses que les actions prennent du sens et prennent corps, prennent vie, et du coup on est souvent dans ces moments-là libéré aussi de tout ce que l'on peut projeter comme inquiétude ou comme dévalorisation, comme jugement à l'égard de soi, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on est capable de faire ou de ce que l'on n'est pas. C'est souvent quand on ose faire les choses, en l'occurrence, je suis en train de parler de la fleur larch, la fleur du malaise, du manque de confiance en soi. Et donc c'est exactement la fleur qu'il me fallait pour me lancer à commencer à faire ces lives, et après les reposter aussi sur IGTV, parce que voilà, ça fait longtemps que j'y pensais et je me suis souvent freinée à m'empêcher justement d'oser franchir le cap, d'appuyer sur le bouton et puis de lancer aussi alors c'est pas un programme, mais bon voilà, une espèce de récurrence et une fréquence aussi pour me challenger, me mettre un petit peu au pied du mur pour pouvoir justement y aller, parce que si je l'avais pas fait, peut-être que je serais encore en train de réfléchir sur mes valeurs, sur ma capacité, ma légitimité à faire ou ne pas faire les choses, et à tout le temps comparer tous ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, ceux qui le font certainement mieux que moi. Évidemment, quand on le fait pas, les gens font toujours mieux que soi, n'est-ce pas? Et donc rééquilibrer aussi la balance par rapport à ça, c'est-à-dire à un moment donné sortir de cette auto-croyance, parce qu'en fait personne n'est là pour nous juger, et puis après tout, si les gens jugent, ça leur appartient. Voilà, mais c'est surtout cette auto-croyance, j'allais dire, de ces pensées, de ces carcans aussi que l'on se met, et ces limites à ne pas faire les choses, et de ce fait, le fait d'être tout le temps dans la comparaison, parce que d'autres font mieux, ou voilà, ils sont plus équipés pour faire ça, comme par exemple, on dit toujours que normalement pour aller pour faire ce genre d'action, quand on fait des réseaux sociaux, il faut passer par un certain nombre de stratégies, des stratégies marketing, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Quand on est sur Facebook, il faut peut-être payer aussi pour relancer la machine, et puis il faut parler avec un certain timbre de voix, avoir un certain outillage, etc. Eh bien, j'ai décidé que je ferais ce que je suis, c'est-à-dire que ce sera comme c'est, et j'ai pas d'attente particulière sur les résultats en termes de potentiel marketing ou de résultats et de nombre de vues. Alors bien sûr, c'est sûr que c'est satisfaisant, et évidemment pour l'ego, on va dire, pour l'amour-propre qu'on peut avoir quand on fait quelque chose. C'est toujours pareil, c'est toujours agréable je vais faire coucou, bonjour. C'est toujours agréable bien sûr d'avoir un retour et de se dire que ce qu'on fait, ça peut donner du sens, ça peut donner de la valeur, ça peut être
des outils aussi pour certaines personnes. Et il est évident que dans ma posture de conseillère agréée fleurs de bac, de formatrice aussi pour le centre bac et de cette passion que j'ai pour les fleurs de bac, j'ai évidemment envie de partager. Donc s'il n'y a pas en retour quelque chose, c'est sûr qu'à un moment donné, voilà, on peut se poser des questions. Mais après tout, est-ce qu'on est obligé aussi de faire les choses en attente du regard de l'autre par rapport au fait voilà, d'avoir envie d'un résultat en particulier? Je ne sais pas, en fait. Moi, j'ai envie de me lancer, et puis dans ce lancement-là, il y aura ce qu'il y a. Et donc, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, donc l'arche, c'est la fleur de manque de confiance en soi, et des fois qui nous empêche justement de franchir ce cap, parce que trop de dévalorisation, trop de comparaison, trop de choses qui inhibent et qui empêchent en fait l'action, en fait, le côté raisonnement et intellectuel de la crainte qu'il peut se passer des choses va évidemment me bloquer et m'inhiber. Et plus je vais me comparer à des personnes qui ont peut-être, je sais pas moi, 80 000, 100 000, 300 000, 1 million de gens qui voient les vidéos, évidemment, si je commence à me comparer, c'est complètement nul, parce que franchement, tout le monde a démarré en démarrant. Donc voilà, il faut bien démarrer, et il n'y a pas en fait de comparaison à avoir. Et voilà, la seule comparaison qu'on peut avoir, c'est vraiment vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, moi, je suis aussi fière d'avoir lancé ce truc en me disant, bon voilà, écoute, ça donnera ce que ça donnera, mais lance-toi. Et c'est très satisfaisant aussi de se dire qu'on peut sortir, entre guillemets, de ces carcans qu'on se met aussi. Alors, je parle évidemment, la thématique, c'est le regard des autres. Donc, en fait, dans cette autocritique de cette valeur que je donne à mes capacités et mes ressources à travers l'arche, la dévalorisation, il n'y a que moi qui peux quantifier ça. Personne va dire tu fais moins bien qu'eux, ou tu es nul par rapport à, ou tu n'es pas capable d'eux. Parce que mon capable à moi ne regarde que moi, finalement. Il n'y a que moi qui puis vraiment donner une valeur à ce que je fais, et je sais d'où je viens et je sais pas forcément où je vais. En tout cas, j'ai envie d'y aller. Le résultat sera ce qui sera. Et l'arche vraiment participe aussi à cette faculté de se lancer, de poser un acte, et puis advienne que pourra. Donc je vais juste montrer l'orthographe de l'arche pour ceux qui ne connaissent pas, parce que évidemment ce sont des mots en anglais, donc c'est pas toujours évident. Mais est-ce qu'on voit bien là? Est-ce que je suis certainement beaucoup trop près, mais voilà, moi je pense qu'on voit pas très bien, ça brille beaucoup, donc tant pis, c'est pas grave. L'arche, voilà, peut-être là, voilà, là ça fonctionne bien. L'arche, c'est L-A-R-C-H, et donc c'est du mélèze en français. Et le mélèze, pour savoir, alors ça donne aussi un petit point de vue un petit peu botanique, mais c'est intéressant parce que ce regard des autres, en fait, c'est lui encore une fois qui va se dévaloriser, mais c'est un arbre qui va pousser tout en haut des montagnes, dans les sommets les plus abrupts et les plus improbables. Et ceux qui ont la chance d'être allés à la montagne, et évidemment les mélèzes sont souvent présents, et donc ce sont les endroits les plus escarpés qui puissent exister à la montagne, et ils arrivent à se mettre dans des endroits les plus, quand je dis les plus improbables, c'est les plus risqués, les plus pentus, les plus incroyables. Et en fait, ça montre aussi par analogie les ressources inouïes que cet arbre a, alors que lui, normalement, d'après Bach, ces personnes-là se dévalorisent, elles se trouvent vraiment nulles, voire sans valeur, voilà. Et de ce fait-là, quand on regarde l'arbre pousser dans ces endroits-là, on peut dire, non, t'es pas nul, tu fais des choses que personne n'oserait faire. Donc, oserait faire, donc ça veut dire aussi que tu es capable d'enraciner tes racines dans la roche, etc., etc., et de tenir. Et puis, j'allais dire pas par vents et marées, parce que là où il n'y a pas la mer, mais oui, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup d'intempéries, et l'arbre est toujours présent. Donc voilà, ces ressources, on les a aussi en nous. Et souvent, on se compare avec de la comparaison. Alors, il y a cette expression, j'aime bien les expressions, ce qui veut tout dire et rien dire, mais on dit comparaison n'est pas raison. C'est vrai que le fait de se comparer n'est pas raisonnable, en fait, parce que ça ne repose sur rien. Et voilà, par rapport au regard des autres, et je vais donc encore insister sur l'arche, mais si j'avais écouté les autres dans ma vie, et pourtant je les ai écoutés de nombreuses fois, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment se détacher aussi du regard des autres, la dépendance qu'on a aux autres. Alors j'avais mis un petit texte avec effectivement les autres, c'est quoi, c'est qui. Eh bien ça peut être notre environnement familial, social, professionnel, amical, affectif, de voisinage, de quartier, peu importe. Et ce regard-là, moi j'ai l'expérience d'être, je voulais être comédienne, donc je prenais des cours, et j'étais standardiste dans une agence de communication, et puis j'étais très, très, très amoureuse d'une émission de télé qui s'appelait Choc, et c'était dans les années 80,
Et j'ai voulu rentrer dans cette émission de télé. Voilà, mon souhait, c'était de bosser pour ces gens-là parce que je trouvais que c'était vraiment génial ce qu'ils faisaient. Et tout le monde m'a dissuadée d'essayer de rentrer à la télévision parce que tout le monde me disait mais en fait t'as pas fait d'études pour ça donc laisse tomber, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on y rentre. En tout cas le regard des autres validait peut-être ce que j'aurais pu penser de moi dans la dévalorisation. Et paradoxalement, je vous parle de se lancer sur Instagram et d'un seul coup, ça me prend des proportions pas possibles chez moi, alors qu'à l'époque, sur certains autres aspects de ma vie, j'ai été capable aussi de faire des choses complètement dingues. Donc, vous voyez comme quoi on a ce que Bach appelle nos défauts, donc l'arche éventuellement dans la dévalo, en se comparant par rapport à Instagram, mais à côté de ça, on peut avoir des ressources inouïes qu'on a mobilisées pour d'autres espaces-temps de nos vies, ou d'autres, d'autres secteurs, on va dire, secteurs si c'est professionnel, si c'est amical, affectif, etc. Et donc pour terminer avec cet exemple de rentrer à la télévision, en fait j'ai pas du tout écouté le regard des autres, je me suis pas du tout comparée à ceux qui avaient fait des études dans l'audiovisuel pour travailler à la télévision, donc soit du journalisme, soit des études de commerce, des études de marketing, peu importe. Eh bien, j'ai tout simplement, j'ai fait ce que mon cœur m'a dicté, je l'ai fait et j'y suis allée. Et là, je me suis pas du tout laissée aussi influencer par le regard des autres. Et ça, par rapport à ça, c'est une fleur qui est la fleur walnut, qui permet justement de ne pas être trop sensible à ce que tout le monde pense de soi par rapport à une action qu'on va mettre en place. Là, en l'occurrence, c'est de rentrer à la télévision et j'aurais pu aussi me laisser complètement influencer, manipuler, changer de chemin, être déstabilisée parce que tout ce que les gens projetaient sur moi par rapport à mon désir de rentrer à cette émission, ça pouvait être évidemment un frein, ou cela aurait pu l'être, ça ne l'a pas été. Et donc, j'ai postulé en tant que figurante sur cette émission de télé puisqu'il y avait un plateau, puisque c'est un faux direct. Et donc, il y avait des gens, comme on voit dans les émissions de télé, des gens qui sont des figurants qui sont payés pour participer à une émission, pour un enregistrement. Et donc, j'ai fait cet acte-là, j'ai décidé d'appeler la production, j'ai donc rempli mes coordonnées pour rentrer dans cette émission en tant que figurante. Et j'ai donc joué le jeu de la figurante. En même temps, j'étais un peu dans le milieu puisque je voulais être actrice, donc je me dis, ça peut le faire. Et puis à la pause, à la coupure, puisqu'il y a des moments souvent sur les tournages, on peut enquiller plusieurs émissions et à un moment donné, il faut peut-être des fois faire des coupures parce que les journalistes sont fatigués ou qu'il faut changer de lumière, etc. Et donc, je suis allée voir la directrice de production, la secrétaire de production, et je me suis adressée à elle en lui disant, en fait, je veux pas du tout être figurante, ça m'est complètement égal. Moi, ce que je veux, c'est travailler pour vous et je voudrais rentrer dans votre émission. Et je suis arrivée vraiment avec un cœur pur, avec mon désir, avec ma joie, avec mon enthousiasme et avec ma pugnacité, ma conviction profonde. Je me suis absolument pas comparée, j'ai dit je suis ce que je suis et j'ai commencé à parler comme ça. Et puis derrière cette femme qui était la secrétaire de production, il y avait le directeur de production pour le coup qui était là sur l'émission et il s'est retourné puisqu'il a entendu la conversation et il m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement? J'ai dit écoutez je ne sais pas, voilà. Je suis standardiste dans une boîte de communication actuellement, je prends des cours de théâtre, je n'ai pas du tout travaillé dans votre milieu. Mais par contre, j'ai à cœur de travailler pour vous parce que j'adore ce que vous faites et puis je commence à argumenter, etc. Et à ce moment-là, le directeur de production me dit écoutez, ça tombe bien, il y a une journaliste qui est en congé maternité, si vous voulez, vous prenez son poste. Alors, vous ne ferez pas le travail de journalisme à proprement parler, mais ce qu'on appelle le desk, c'est-à-dire de lire des journaux et d'éplucher des histoires, puisque l'émission concernait aussi ce contexte-là. Et donc, j'ai quitté mon emploi de standardiste à mi-temps dans cette agence de communication. Avec beaucoup de brio, puisque la personne qui m'avait recrutée à l'époque m'a vraiment engagée et poussée avec joie en me disant écoute, je suis contente pour toi. Et donc je suis rentrée à la télévision, je travaillais à TF1 pendant 1 an sur cette émission, avec donc 2 journalistes et cette secrétaire de production. Donc vous voyez, à un moment donné, on peut se comparer et être complètement dépendant du regard des autres, mais par rapport à des fois de la dévalorisation, donc qui pourrait être large, parce que je me sens nulle et sans valeur, et que je ne suis vraiment pas capable de faire ce genre de travail, parce que je n'ai pas les ressources, parce que je n'ai pas fait les études, parce que je ne vois pas pourquoi moi j'y arriverais alors qu'il y en a qui arrivent beaucoup mieux que moi. Et puis il y a des moments où il faut aussi se séparer du regard des autres, parce qu'il y a des moments, justement, on est large dans la ressource, c'est-à-dire qu'on est convaincu que tout est ok et qu'il n'y a pas besoin de se comparer.
et qu'on y va, on fonce, on file et go, 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 et c'est normal. Et après, peut-être que les questions peuvent arriver, mais en tout cas, en l'occurrence, sur mon cas, je ne me suis pas du tout posé de questions. J'étais vraiment à ma place, à l'instant T, et cette place-là n'avait pas de notion de comparaison ou de valeur. Alors, je ne sais pas si ce que je dis vous suscite des rayonnements, des questionnements, des interrogations. Moi, je veux bien échanger avec vous, hein, comme ça, voilà, c'est cool aussi de pouvoir échanger par rapport à ce que je dis. Et donc, en termes de cette notion de regard de l'autre, de tout ce qu'on peut mettre en place par rapport à tous ces mécanismes qui nous bloquent, hein, qui nous fichent, qui nous inhibent, qui nous empêchent d'être ce que l'on est, ou tout du moins ce que l'on a à y faire, puisque quoi que nous fassions, que ce soit d'ordre professionnel, parce que là j'ai cité ça, là c'est pas tant de la profession via Instagram, mais malgré tout je fais quand même connaître qui je suis et ce que je fais. Il y a des moments dans la vie où cette dévalorisation, elle peut arriver évidemment sur plein de champs possibles, hein, que ce soit affectif, que ce soit de l'ordre évidemment social aussi, ou relatif à la famille, en comparaison bien sûr avec les frères aînés, les sœurs, les petites sœurs qui font beaucoup mieux que nous, les grands frères qui ont bien réussi, et les parents des fois qui vont aussi, des fois malheureusement par maladresse, mais ils le font ce qu'ils peuvent aussi. Souvent on fait les choses aussi par rapport au regard des autres, par rapport à la crainte. Un parent par exemple peut souvent s'inquiéter, alors je suis en train de chercher la fleur, il va s'inquiéter pour l'autre, donc pour son enfant, et c'est la raison pour laquelle justement il peut des fois avoir envie de donner ces injonctions et de regard qui est un peu trop présent par rapport à ses enfants, mais justement tout simplement parce qu'il a peur pour lui. Donc là, s'il y a un enfant qui réussit mieux dans la famille par rapport à soi, donc un frère ou une sœur ou un cousin ou une cousine, peu importe, hein, si le parent commence à avoir un regard trop présent sur soi par rapport à ce qu'on a à y faire, dans le choix que je ferai professionnel ou dans la vie affective, peu importe, si le parent s'inquiète trop pour moi, il est évident que ça aura aussi un ascendant sur mes attitudes, sur ma liberté, sur ma capacité aussi à évoluer et à aller vraiment dans la direction que je dois prendre. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui s'inquiète trop pour moi, et là en l'occurrence c'est Red Chestnut, donc c'est la fleur de l'inquiétude pour les autres. Je suis en train de chercher le flacon, je vais essayer de faire attention de ne pas la mettre trop près pour qu'on voit bien l'orthographe. Donc voilà, on voit parfaitement bien. Voilà, Red Chestnut, c'est la fleur donc de la personne qui a vraiment qui se fait du souci, qui s'inquiète terriblement pour l'autre, et qui est certain que de toute façon, il peut y arriver tout un ensemble de drames ou de choses qui vont empêcher aussi l'autre d'être soit dans sa voie. Alors si c'est sa voie affective, admettons, voilà, moi je suis dans une fratrie de 4, mon frère aîné a fait des hautes études et donc tout va bien, etc. Mes parents sont super sécurisés, mais par contre moi je suis la petite dernière, est-ce que j'ai envie, moi c'est à 18 ans, c'est de me mettre avec mon compagnon, ça fait déjà 5 ans que je suis avec lui, j'ai envie de faire des bébés, j'ai envie d'avoir une maison, j'ai envie de me marier, et les parents vont dire ouais mais non, là c'est pas possible chérie, tu vas pas faire ça, tu vois bien que ton frère il a fait des études, tu vas pas te marier maintenant, etc. Et en fait, si mon parent s'inquiète trop pour moi, donc en l'occurrence Red Chestnut, et bien moi c'est pareil, je vais pas forcément vivre mon chemin de vie, et mon chemin c'est pas forcément celui de mon frère. Donc comment faire dans ces moments-là pour justement vivre au mieux voilà ce que nous avons chacun à vivre, puisqu'on ne vit pas la vie des autres, hein. C'est peut-être aussi de se détacher aussi de ce regard-là. Alors c'est très complexe bien sûr quand c'est dans le cercle familial, parce que il y a des moments la pression aussi familiale est très forte, et donc des fois ça peut aussi limiter la personne parce qu'elle n'est pas toujours très libre aussi vis-à-vis de ses propres actions. Bon, déjà parce que des fois elle peut être mineure tout simplement, mais malgré tout on peut être des enfants majeurs de nos parents même si on a 30 ou 60 ans, et se sentir quand même dans la dépendance affective par rapport à une sorte de redevabilité ou par rapport à une inquiétude que les parents ont eue pour nous, et donc nous une sorte de culpabilité. Des fois ça peut aussi engendrer beaucoup de culpabilité de ne pas avoir des fois, alors ça se travaille bien sûr en thérapie, mais là c'est pas au niveau des fleurs de bac, c'est autre chose, mais c'est l'émotionnel qui va ressortir. Des fois on se sent coupable aussi de ne pas avoir fait plaisir à ses parents, dans le sens où voilà, on n'a pas choisi non plus ce qu'ils voulaient, mais en même temps on n'est pas coupable, hein, on est juste responsable de nos choix. Et Pine nous parle justement de la libération de cette culpabilité qu'on n'a pas nécessairement à avoir dans les moments
où on est, on est légitime en fait, hein, à faire ce que l'on fait et à être ce que nous sommes, sans être redevable en fait. Hein. Pine, ça parle vraiment de cette notion de, comment dire, d'auto-flagellation des fois, hein, de se dire que soit on ne mérite pas, soit on ne devrait pas agir comme ceci, on ne devrait pas faire cela, et on n'est pas dans sa pleine et entière disposition de cet espace dont on devrait prendre complètement part, sans avoir à justifier en fait qui nous sommes. Et Pine parle beaucoup aussi de justification, parce qu'il est tout le temps dans cette notion de remégoter et de regarder pourquoi là il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, il aurait dû agir comme ceci, il aurait dû agir comme cela. Et donc Pine, en fait cette fleur, elle va nous accompagner justement pour libérer cette culpabilité et ces remords qu'on peut avoir aussi à l'égard de ce que l'on fait. Donc là j'ai donné un exemple assez large sur les parents, mais bien sûr, ça peut être dans la relation de couple, hein, ça peut être entre un homme et une femme, entre deux femmes, entre deux hommes, peu importe. Mais voilà, dans la relation, bien sûr, c'est vrai que souvent quand on parle de dépendance, on parle souvent de dépendance affective dans le cadre d'un couple. Mais malgré tout, on est souvent dans l'interaction sociale de tous les jours. En fait, on est tout le temps attaché au regard de l'autre pour différents aspects. Et j'ai évoqué tout à l'heure, bien sûr, la peur. La peur, des fois on agit, c'est pas tout ça parce qu'on a peur, hein, tout simplement. Donc la peur, des fois, ça nous inhibe aussi. Et le regard de l'autre, des fois, est très présent, et on a peur, des fois, tout simplement je ne sais pas moi, de mal faire. Ou alors mal faire, ça peut être l'arche aussi, mais on a peur aussi peut-être de ne pas être aimé aussi, hein, d'être seul, ou même d'oser franchir le pas pour faire des choses. Et donc forcément à un moment donné, Mimulus, ça nous aide aussi à passer le cap de cette crainte qui va aussi nous figer et nous limiter dans nos actions. Donc Mimulus, c'est de la mimule, et elle parle de toutes les peurs qu'on peut identifier. Donc là, voilà, des fois par solitude, parce qu'on a peur d'être seul aussi, hein, effectivement, on va de finir seul, on va dire. Des fois, vous savez, on a 25 ans et on n'a pas rencontré la personne qui nous convient, ou on a 32 et on souhaite avoir des enfants, que ce soit homme ou femme du reste, et on peut être dans la crainte de cette peur d'être seul et de ne pas construire la vie que nous aimerions. Alors souvent, ces craintes-là, des fois, elles sont aussi beaucoup sociétales. Est-ce que tout le monde doit être parent ? Est-ce que tout le monde doit être en couple ? C'est une question très large, hein, je n'ai pas la réponse. Mais ces peurs-là, des fois, par rapport au regard de la société, par rapport au monde, sont extrêmement fortes. Et nous empêchent aussi d'être dans cette liberté d'être à chaque instant, sans tout ce qui va susciter cette crainte, cette frayeur, cette angoisse de se dire que on peut passer aussi à côté de sa vie parce qu'on est dans la peur, parce que le temps passe, parce qu'on devient trop vieux, trop vieille. Se libérer aussi du regard des autres, du regard de la société, du regard de ceux que l'on veut bien aussi accepter, que la société, je dis la société au sens large, hein. Encore une fois, ça peut être la société de cette sphère aussi familiale, mais ce dans quoi j'évolue, je peux donner de la caution ou pas, et c'est aussi à moi de me libérer aussi de ces craintes pour donner accès à cette liberté totale dont j'ai besoin pour pouvoir exprimer tout mon potentiel, toute l'énergie que j'ai à y mettre, alors que il y en a qui vont partir au bout du monde et qui vont se ficher du regard des autres, hein, et qui vont partir en lâchant tout, hein. Il y en a qui vendent tout et qui partent avec un sac à dos, traverser tous les pays et tout est ok. Et puis il y en a qui vont être dans cette crainte permanente qu'il puisse leur arriver quelque chose parce qu'on a dit que, etc. Et ça va empêcher bien sûr la personne peut-être de passer à côté aussi de ce qu'elle a à expérimenter. Et la peur, ça fige, ça inhibe. Et ça va bloquer évidemment toute l'être que nous devons devenir. En fait, nous sommes déjà cet être-là, mais on est souvent pétri de ces craintes qui nous empêchent vraiment d'agir, en fait. Et voilà, donc le manque d'action, ça peut être évidemment, ça peut être du large, ça peut être
du mimulus. Donc voilà, je l'ai montré, hein, mimulus, c'est la peur des craintes, donc identifier. Voilà, c'est une fleur qui pousse à côté de l'eau et qui va donc jeter ses graines dans l'eau. C'est toujours intéressant. Coucou. C'est toujours intéressant de se dire que quand on jette ses graines dans l'eau, on a aussi cette faculté aussi d'oser, de franchir le cap et de se libérer aussi des attentes qu'on peut avoir, soit par l'arche, soit par crainte tout simplement. Et les craintes, voilà, ça peut aussi engendrer de la culpabilité, ça peut... voilà, j'ai parlé de culpabilité tout à l'heure, je vous ai montré Pine. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de partager ou pas du tout? Je dis d'autres, vous n'en avez pas partagé une seule, donc je parle toute seule. Mais le regard de l'autre aussi, on peut se détacher. Bonjour. Alors des fois, on est très attaché au regard des autres, on est très dépendant justement parce qu'on attend de l'autre qu'il nous donne une sorte de... alors pas de validation ou d'accréditation avec Pine parce qu'on s'en veut ou on se fait des reproches. Là, ça va être plutôt dans l'estime que l'on a vis-à-vis des autres parce qu'on considère qu'ils nous doivent quelque chose en retour. C'est-à-dire que on est dans le don de soi, on donne de l'amour, de la générosité, du temps, de l'affection, de tout un tas de choses. Par contre, avec Shikori, le drame de la dépendance affective, c'est qu'on attend en retour. C'est-à-dire que là, on est complètement dépendant de cette faculté que nous avons voilà, avec ce cœur, avec beaucoup d'amour, à dispenser tout ce que nous avons à faire avec les autres. Mais il y a ce phénomène aussi de dépendance qui fait qu'on est tout le temps dans la négociation de l'amour que l'on a donné, du temps qu'on a passé avec l'autre. Et cette dépendance que nous avons à l'autre, en fait, c'est un peu comme un fil à la patte. Hein. On a vu un peu le fil à la patte, on va dire, avec cette crainte qu'on peut avoir les uns pour les autres, avec Red Chestnut. Là, on peut être avec ce regard de l'autre par rapport à l'inquiétude qu'on a pour les autres. Mais là, on est sur l'inquiétude. C'est pas l'inquiétude, c'est l'inquiétude de ne pas recevoir en échange l'amour qu'on a donné, puisqu'on estime, quand on est dans cet état émotionnel de Shikori, que c'est un peu donnant-donnant. Voilà, je te donne, mais moi j'attends en retour. Et quand on est dans l'attente du retour de quelqu'un, de quelque chose, d'une action, d'une attitude, eh bien, on est dans une forme de dépendance. C'est comme ça. Donc le but, bien sûr, c'est de se libérer du regard de l'autre par rapport à ce que lui pourrait ou pas donner, puisqu'il n'y a pas d'évaluation possible. Lorsqu'on donne, on donne, et on n'a pas à attendre en fait en retour. Donc c'est une façon de vivre aussi libérée de l'attente que nous avons, puisque bien sûr l'autre est libre de recevoir ou de ne pas recevoir. Donc il est libre aussi d'en disposer comme il le veut. Mais ça n'est pas un voleur, c'est nous qui avons donné. Donc il ne vole rien, il ne nous substitue rien, c'est nous qui avons donné et nous avons considéré qu'à un moment donné, il nous était juste aussi de le faire. Alors des fois, on donne, mais on se dit, si je donne, je vais être peut-être des fois plus aimable, hein. Peut-être que je serai plus aimée, peut-être qu'il trouvera plus d'intérêt à être avec moi. Et donc il y a une forme de cette attente, de cette négociation, de ce petit chantage interne, puisque l'autre n'est pas au courant. Mais lui, il peut le ressentir aussi, parce qu'à un moment donné, ça va se manifester chez celle qui a cette attitude émotionnelle de Shikori, c'est-à-dire avec des fois de l'aigreur ou des réflexions, quelque chose qui va souvent, culpabiliser l'autre d'avoir reçu ce qu'il a reçu. Et on ne devrait pas faire porter le chapeau de ce que l'on a donné à quelqu'un, parce que voilà, c'est fait, c'est donné. Il n'y a pas à attendre en fait en retour. Alors c'est vrai que c'est très complexe parce que c'est très rare les personnes qui donnent et qui n'attendent rien. Et je dis les personnes, mais je m'inclus aussi dedans. Nous avons souvent cet aspect un peu manichéen, un peu machiavélique de ok, je te donne ça, mais on attend souvent un texto en retour, un merci, on attend un sourire, c'est sympa, merci de m'avoir aidé, un petit coucou dans la rue quand on a laissé passer quelqu'un et qu'on était au volant. Et ça m'est arrivé une fois aussi dans le train. J'ai un monsieur qui est sur
sur son siège, on va dire, de train, et il avait mis ses affaires en face, toutes ses affaires en face, au lieu de laisser la place libre, mais bon, en même temps, il y avait personne, donc il avait le droit de mettre ses affaires en face. Il récupère ses affaires, il me voit, voilà, je lui fais un petit signe de la tête, et je m'assieds. Et le monsieur m'a fait un sketch pendant 20 minutes, parce qu'il attendait de moi que je ne sais pas, peut-être que je le congratule, que je lui offre, je ne sais pas, mon plus beau sourire, que je le remercie pendant 5 minutes. Je ne sais pas ce qu'il attendait, en tout cas, il me l'a bien fait payer. Et il a été absolument infect pendant 20 minutes en me disant, si j'avais su, je ne vous aurais pas laissé la place. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une grosse plaisanterie en fait. Le type, il s'installe, il est avec ses affaires devant, il y a personne, c'est ok, il voit quelqu'un veut s'asseoir. Vraisemblablement, c'était le seul place qui était libre dans le train, donc je vais m'asseoir, ce qui me paraît légitime. J'ai pris mon billet comme tout le monde. Et là, bon, j'ai juste hoché de la tête et j'ai dû lui dire merci du regard. Eh bien, ça ne suffisait pas. Et voilà, et ce besoin de reconnaissance, il est tout le temps, partout, partout, partout. Et je pense que vous avez certainement des exemples, si vous avez envie de les partager, allons-y. Mais voilà, vous voyez, et des fois on peut se faire pourrir comme ça. Alors ça peut être dans la rue aussi, sur quelqu'un, là j'ai un passage piéton, etc. Quelqu'un qui vous fait remarquer que vous n'avez pas été assez dans la reconnaissance, dans la gratitude à l'égard du geste qui a été fait. Le geste, c'est laisser passer, c'est donner une place, etc., etc. Pourquoi est-on tout le temps dans l'attente? Et je vois, il y a des gens à qui ça leur passe au-dessus en fait. Qu'on leur dise merci ou pas, ils n'en ont rien à fiche, ils continuent, ils tracent leur route, et ils ont raison d'une certaine façon. Et bien, quelquefois, nous aussi, ça peut nous arriver, voilà, d'être dans cet état de ressentiment parce qu'on n'a pas été remercié à notre juste valeur. Donc voilà, soyons vigilants sur cette dépendance à l'autre parce que ça peut créer quand même des drames inutiles. Je pense que c'est pas nécessaire de se mettre dans ce genre d'état, mais des fois c'est nécessaire parce que c'est aussi comme ça qu'on évolue et qu'on comprend aussi à quel point on peut être toxique pour les autres quand on est tout le temps dans la réclamance. Je sais que ça n'existe pas comme mot, mais c'est un mot que j'ai inventé. Libérons-nous aussi de cette attente inutile. Ça libère de l'espace aussi dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre temps, puisqu'on a beaucoup de choses à faire. Au lieu d'attendre des autres, peut-être que si nous avançons à faire ce que nous avons à faire, peut-être que on sera peut-être plus actifs aussi chacun dans nos vies. Donc c'est pas mal non plus. Des fois, on attend des autres. Alors une autre forme. Il y a quelqu'un qui parle, donc ça c'est bien. Merci beaucoup. C'est très difficile et au très fond de soi, on espère surtout en fonction de la personne. Mais pas forcément Catherine, parce que pour le coup, là, le mec dans le train, je suis désolée, mais je vois pas ce qu'il pouvait attendre de moi, mais on ne se connaît pas. Je veux dire, il n'y a pas d'attente affective. Il n'y avait pas de lien. Le seul lien qu'on a interagi là, c'était donne-moi ma place, j'ai besoin de m'asseoir. Enfin, ma place, elle ne m'était pas attitrée non plus. Et ce monsieur qui se dit, en fait, je vais laisser la place libre avec mes affaires. Et comment ça? Mais de quel droit elle s'autorise à ne pas me remercier 10 fois? Alors, je suis quand même vachement sympa. Non, t'es pas vachement sympa. T'as juste laissé la place parce que tu devais le faire. Et voilà. Et si tu l'as fait, point. T'as pas besoin de faire une remarque comme ça. Donc voilà, je suis pas sûre qu'il y ait forcément cette notion de lien. Alors évidemment, c'est renforcé, Catherine, je suis d'accord. Quand il y a du lien affectif, c'est pour ça que je dis, quand j'ai fait ce post-là sur la dépendance à l'autre, évidemment, tout de suite, on pense au pervers narcissique, au phénomène de dépendance. Ouais, ok, mais il n'y a pas que ça dans la vie, on est tout le temps en interaction. Et dans une boulangerie, quand il y a quelqu'un qui nous laisse la place et qui nous dit, allez-y, vous avez l'air d'être pressé, et si on ne lui remercie pas, l'autre va dire, attends, il est quand même gonflé, je lui ai laissé ma place pour me dire merci. Donc, même s'il n'y a pas de lien, on va créer du lien, de phénomène de dépendance quand même. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas sain dans cette relation-là. Après, j'entends bien, il y a aussi ce phénomène de politesse, on habite, mais après la politesse, c'est toujours pareil, on est en Europe, en l'occurrence on est en France, on a des règles de code de civisme, mais dans différents pays ça se passe pas du tout comme ça. Donc peut-être que dans d'autres codes c'est différent. Quand je laissais passer quelqu'un, je me disais s'il pouvait dire merci aujourd'hui, je me dis tu n'étais pas obligé de le faire et si tu le fais, il y a un risque. Oui, c'est sûr. Alors que je ne sais pas si maintenant Catherine, je ne sais pas si vous évoquez le fait que ce soit le Covid ou pas. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on
peut faire des actes généreux, de gratitude, de gentillesse, de laisser passer sa place, etc., de donner du temps, de l'amour, de faire des omelettes, je ne sais pas, de ranger quelque chose, de repasser un vêtement, de rendre service à une copine, je sais pas, de laisser sa place chez l'ostéo pour ses enfants, enfin, que sais-je encore. Mais, ok, bah voilà, après... La bienséance veut qu'on dise merci, ok, mais après c'est voilà. Et il y a surtout chez Shikori cette espèce de négociation permanente en fait, et de se sentir aussi des fois blessé, outré, parce que l'autre n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Mais il n'y a pas à avoir d'attente en fait, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est sûr que quand les gens réagissent de façon, ça fait toujours plaisir à notre amour-propre et à cette place aussi qu'on se donne quelquefois, des fois qui est complètement... surréaliste, parce que des fois on attend un retour comme si on était... après c'est sûr qu'on a de la valeur, je suis pas en train de dire l'inverse, mais il faut peut-être relativiser les choses, c'est pas si grave que ça en fait. Je pense que des fois on se met des fois sur de la pression inutile, c'est surtout ça. Des fois c'est avoir un peu de distance par rapport à ça, c'est bien aussi. Surtout quand on vit en couple, surtout qu'on vit avec des enfants, surtout dans les relations professionnelles aussi. Il y a des moments où, et encore une fois, moi la première, on est tout le temps des fois dans l'attente de la reconnaissance du collègue, de ceci, de cela, et des fois, avec du recul, quelques semaines, quelques jours, quelques mois, après quelques années, on se dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je me suis fait chier pour rien en fait, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, Shikori, ça va vraiment nous apporter aussi cette distance et puis cette libération dont on a besoin pour se sentir aimé, aimable. On est dans le don et c'est ok, c'est tout, c'est pas la peine de... Voilà. Donc on est d'accord sur le même sujet. J'avais envie d'évoquer aussi celle-ci, qui est une fleur bleue également. Alors c'est pas Shikori, elle lui ressemble beaucoup, mais je vais la mettre du coup l'une près de l'autre. Alors celle-ci c'est Shikori, c'est de la chicorée, je pense que c'est une fleur qui est assez... reconnaissable, je vais pas dire banale parce qu'elle est loin d'être banale, elle est absolument sublime. Donc je sais pas si on voit très très bien là, mais on voit bien les petits pistils là devant, c'est juste sublime, c'est très très beau. Et là c'est Cerato, donc ça n'a rien à voir, c'est voilà. Donc Cerato, celle-ci, elle va parler. Alors je vais la montrer là avec le flacon. On voit bien là Cerato, voilà l'orthographe pour ceux qui ont envie de noter. Alors Cerato, elle parle de ce que j'ai appelé ce soir la dépendance à l'autre, mais la dépendance à l'autre parce qu'en fait je fais pas confiance non plus à mon propre ressentiment, à mon propre intuition. Coucou Nathalie, trop mignonne. Mon propre ressentiment, ce que je ressens profondément au fond de moi, mon intuition, ce qui fait que je ressens quelque chose avec Cerato. Je sais que c'est juste pour moi. Je sais que je dois passer par là. Alors quand je parlais tout à l'heure d'avoir voulu rentrer à TF1, c'était comme ça. Je voulais rentrer dans cette émission et mon intuition, mon âme me disait vas-y, fonce, go. Et avec Cerato, alors là pour le coup j'en ai pas eu besoin à l'époque. Et par moments, Cerato c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai une intuition, je suis sûre que c'est exactement ce que je dois faire et d'un seul coup j'ai le doute qui me tombe dessus. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette famille, donc qui est jaune. La couleur est jaune là, c'est pas la famille jaune, c'est la famille de l'incertitude. Et en fait, cette famille-ci, elle parle de quoi ? Elle parle de... j'ai ce doute qui m'assaille et du coup, je ne suis plus tout à fait sûre et certain d'avoir envie, soit de rentrer à TF1 ou d'acheter cet appartement ou de faire ça ou d'être allée avec telle personne ou de me lancer dans cette aventure-là. Et je me livre aux autres et je vais commencer à les demander à l'autre. Et c'est pour ça que ce phénomène de dépendance à l'autre, il est vraiment important aussi de se défaire de ça, reconnecter à sa propre intuition, à son propre savoir interne. Et je suis le seul maître à bord. En fait, il n'y a que moi qui peut vraiment guider ce qui est juste pour moi. Alors c'est très difficile de faire confiance à son intuition dans ce monde où on est ultra connecté, ultra sollicité et donc des fois parasité. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de méditation consciente, de yoga, etc. Ok, mais on peut aussi faire le vide en soi aux toilettes. On n'est pas obligé non plus de faire du yoga ou de faire de la méditation consciente. Il y a des moments où c'est justement là où on est dans un espace clos avec soi. Alors il y en a qui vont partir aussi aux toilettes avec leur téléphone, etc. Mais il y a des fois où il y a des moments où on coupe et on est vraiment avec soi et on se dit ok, qu'est-ce que tu ressens? Et le fait de Cerato au limitant, négatif, on va dire, Cerato c'est vraiment la personne qui va tout le temps aller demander aux autres qu'est-ce qui est bon pour elle.
Mais ça, alors là, on est vraiment marche sur la tête parce qu'en fait, si je demande à Paul, à Jacques, à Valérie, à Simone, à Françoise, ce qui est juste pour moi de rentrer à TF1 ou d'acheter cet appartement ou d'aller avec tel compagnon ou de me lancer dans cette aventure de partir, de tout vendre et de partir à l'étranger et faire le tour du monde, est-ce que vous croyez vraiment qu'on va réussir à avoir vraiment le fond de notre propre vérité ? Eh bien, c'est pas possible en fait, parce que là, on laisse la liberté à chacun d'y mettre son propre ego, ses propres peurs, ses propres projections, son histoire personnelle, et qui est juste. Je ne suis pas du tout en train de juger ce qui va être reporté et donné comme avis, mais l'avis de l'autre va appartenir vraiment à l'autre et va évidemment parasiter, télescoper et va brouiller les pistes en fait de cette intuition personnelle et va télescoper aussi avec tout ce qu'il y aura à mettre en place et qui ne doit pas être interféré avec rien en fait. On devrait tout le temps se faire confiance, point. Et de ne pas avoir de référent externe. Et c'est très difficile bien sûr, et en même temps c'est très facile. Quand on voit les enfants, par exemple, au début, alors je dis au début, ça dépend des contextes dans lesquels ils évoluent, mais souvent les enfants savent les choses et c'est nous qui interagissons, à dire mais pourquoi tu mets ces chaussettes-là avec ce truc, ça va pas du tout. Et là ça interagit, mais l'enfant des fois ne sollicite pas l'autre, aussi le parent, en disant est-ce que tu crois maman que je peux mettre ces chaussettes-là avec cette robe-là ? Et c'est nous des fois qui interagissons parce qu'on donne notre avis. Alors, c'est compliqué parce que voilà, des fois on est des enfants aussi et on demande, mais il y a des enfants aussi qui ne demandent pas et qui vivent leur vie et qui sont très bien comme ça. Et on ne devrait pas se laisser influencer par aussi la sollicitation. Mais le problème, c'est qu'avec Serato, c'est nous qui allons demander aux autres. Donc les autres n'y supplont rien. Donc si nous n'avions pas à demander aux autres, nous n'aurions pas non plus à récolter l'essence de ce que chacun a à y mettre dans notre histoire. Mais notre histoire nous appartient, en fait. On a chacun nos personnalités, on a chacun nos modes de vie, on a chacun nos fonctionnements, on sait plus ou moins qui nous sommes, même si c'est des fois très complexe aussi à élaborer, en tout cas, c'est parce que c'est tout le temps en mouvance, on va dire, en perpétuel, en perpétuel changement. Mais au moment où j'ai quelques intuitions que ça, c'est juste pour moi, je ne devrais pas en référer aux autres. Voilà. Alors, il y a cette expression, je ne sais pas si c'est juste pour vous d'entendre ça, mais pour vivre heureux, vivons cachés. Alors moi, je l'ai entendu aussi comme ça avec Serato, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois aussi vivre, pas caché par rapport aux autres, mais caché aussi de vivre secrètement ce que j'ai aussi expérimenté et ne pas avoir à référer aussi aux autres, puisque à chaque fois que je vais vers l'extérieur demander ce qui est bon pour moi, eh bien en fait, c'est comme si je laissais rentrer la porte de l'humanité. Et en fait, c'est... Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça. Moi, par exemple, je crée beaucoup. Je dessine, voilà. À chaque fois que j'ai voulu faire des choses dans ma vie, et pourtant j'ai été éditée, j'ai travaillé pour des services de presse, pour loisirs et création, j'ai fait des choses qui ont été, concrète, c'est pas quelque chose simplement dans ma petite sphère, mais à chaque fois que je cherchais des sollicitations à l'extérieur, plus j'allais chercher à l'extérieur et moins j'étais dans la capacité de créer en fait. Et maintenant, alors je te parle de mon époque, mais voilà, j'ai un certain âge forcément. À l'époque, il n'y avait pas Etsy, il n'y avait pas tous ces créateurs, il n'y avait pas les do-it-yourself et compagnie, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, il n'y avait pas Internet non plus. Et lorsqu'il y avait la création, il fallait vraiment aller dans les bibliothèques, aller chercher des ouvrages qui se référaient à la créativité ou à l'art. Maintenant, de façon personnelle, moi, quand je vais chercher quelque chose, mais je suis complètement paumée parce que je n'arrive plus du tout à faire écouter la musicalité de mon âme qui me demande de créer ça et pas en référence avec ce qui se fait déjà, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui doit se faire. Et ce référentiel-là, c'est ce que je disais au début par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que je fais, est-ce que je me lance, qu'est-ce que tu crois, est-ce que je dois par exemple faire du marketing, est-ce que je devrais plutôt poster comme ça, est-ce que je devrais faire des thématiques ? Non, en fait, on devrait être au cœur de ce qu'on a à faire sans avoir à demander l'avis des autres. Entièrement d'accord sur le fait de vivre caché. Oui, alors caché, encore une fois, c'est
c'est l'intimité à soi en fait. C'est caché dans le sens, pour moi c'est lové, c'est précieux, c'est caché dans le sens... c'est comme si vraiment, pour moi, mon âme, c'est un joyau. Donc j'ai envie de le protéger. J'ai pas envie, même si je le mets à la lumière de temps en temps, j'ai pas envie non plus que chacun vienne y mettre quelque chose. Et alors, voilà. Après, je sais pas ce que vous avez envie de témoigner par rapport à ça, mais à chaque fois qu'un Serato va solliciter la vie des autres, alors Bach le parle comme ça, il dit que souvent on est fourvoyé, et oui on est fourvoyé parce qu'évidemment chacun va avoir sa version des faits, et sa version des faits ne regarde évidemment que la personne en elle-même, et ça ne pourra jamais être un référentiel pour soi. C'est très peu probable sur le nombre de personnes que je vais solliciter, même si je sollicite une personne qui a mon âge, 57 ans, qui a eu 3 enfants, qui ceci, qui cela, ce ne sera jamais moi. Donc ça ne veut rien dire en fait. Et la personne, elle va faire son histoire à elle. Donc, même si j'ai beau avoir de l'admiration pour quelqu'un, ce quelqu'un-là ne pourra pas parler à ma place. Il n'y a que moi qui sais exactement ce que je dois faire. Alors, je reviens un petit peu là. Ces fleurs se trouvent-elles dans la région, juste pour les découvrir? Alors, dans la région, je ne sais pas de quelle région vous parlez. Elles se trouvent en France, en tout cas, c'est sûr, en Europe. Et donc, elles ont été découvertes en Angleterre. Donc oui, il y en a certaines qu'on trouve un peu partout, d'autres plus ou moins facilement, mais là je parlais du mélèze, il n'y en a pas dans toutes les régions de France, par exemple le mélèze, il y en a souvent à la montagne. Je suis d'accord avec votre explication, nous devons écouter notre petite voix intérieure. Oui, nous sommes tous uniques, exactement. Et donc dans cette unicité, on a notre résonance propre à notre âme, et on n'a pas à douter en fait de cette petite voix intérieure. En fait, notre voix, elle nous donne exactement ce par quoi nous devons passer, et même si je dois me planter entre guillemets, ce plantage-là des fois est très nécessaire, il est initiatique. Donc Bouches-du-Rhône, oui, Catherine, oui, c'est les fleurs de Bach, elles sont un peu partout en Bouches-du-Rhône, bien sûr. Alors, du mélèze peut-être, parce qu'il y a un peu de hauteur. Peut-être pas partout, mais c'est pas très loin de la montagne, on va dire. Donc voilà. Est-ce que je peux en parler encore, parler encore d'une autre fleur, par exemple la dépendance aux autres? Qu'est-ce que je pourrais évoquer? J'ai évoqué Mimulus, Red Chestnut, Larch Pine. Alors la dépendance aux autres, là je vais parler de Heather. Heather, c'est la fleur. Elle est où, Heather? Elle est là. Voilà. Voilà, Heather. Ce petit supplément d'âme. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Catherine, mais oui. En tout cas, notre âme, elle est là, c'est sûr. Heather, elle parle de cette personne qui est dépendante aux autres. Parce qu'elle ne supporte pas d'être seule en fait. Donc elle va tout le temps chercher la compagnie des autres pour aller combler ce vide qu'elle ressent autour d'elle, en tout cas au fond d'elle aussi. Et elle est dans ce phénomène de dépendance parce qu'elle n'accepte pas aussi de se retrouver face à elle-même. Et elle a le sentiment que si elle est accompagnée des autres et qu'elle sera écoutée, parce qu'en fait elle ne fait que se répandre, déblatérer sur ses problématiques personnelles, donc en fait elle est extrêmement égoïste, hein. Elle ne pense qu'à ses propres préoccupations, se soucier des autres c'est vraiment pas son but. Elle n'est pas avec les autres par intérêt d'amour ou d'envie d'être en lien parce que c'est chouette d'être avec les autres et qu'on est dans le partage. Il y a pas cette notion de partage chez Heather. Heather va être dans le besoin de l'autre, de la dépendance à l'autre, pour juste être une sorte de logorée sans fin, d'avoir envie vraiment de déblatérer sur sa propre histoire, sur sa problématique, sur ce qu'elle est en train de vivre, sur ses histoires personnelles. Et elle n'est préoccupée que par sa propre personne. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc la présence de l'autre n'est nécessaire pour elle que pour avoir une oreille attentive, quelle que soit cette oreille. Donc ça peut être n'importe qui, dans la rue, ça peut être quelqu'un dans le cadre du travail, ça peut être on va choper l'autre, on va se l'agripper pour profiter de ce temps pour parler que de ses préoccupations. Donc s'il nous arrive quelque chose
voilà, des fois de délicat, alors que ça peut être, je sais pas, une rupture amoureuse ou au contraire une rencontre amoureuse, hein. C'est pas forcément l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Et d'un seul coup, voilà, je ne vais avoir que le prénom de ma dulcinée ou de mon chéri à la bouche, où j'ai envie de raconter tous les détails de tout ce qui se passe, ou alors, bien au contraire, si je suis en train de me séparer, j'ai besoin de m'épancher et de raconter tous mes travers, les disputes de couple et voilà comment ça se passe, etc. Et donc dans ces moments-là, je me soucie peu de savoir, comme Serrato par exemple, de savoir ce que l'autre pense. De toute façon, je ne vais pas laisser trop la place à la discussion, puisque ça va être un monologue. Voilà, c'est pas compliqué. Et si je tends la perche à l'autre en tant que Heather de dire alors toi, comment ça va dans ton couple ? Si l'autre va embrayer en disant écoute, tu sais, moi ça va. Ah, parce que justement, moi je t'ai pas raconté. Et hop, ça y est, c'est parti. Et la personne ne va s'épancher que sur sa propre problématique. Donc voilà, Heather, c'est vraiment tous les moments de nos vies où on est totalement accaparé par notre propre histoire et on va s'appuyer sur la présence de l'autre. Alors l'autre, il n'est pas forcément présent, ça peut être aussi au téléphone. Hein. La présence de l'autre ne va être qu'une sorte de béquille, un soutien, parce qu'il faut que je me raconte en fait. Donc l'autre peut être aussi à l'autre bout du fil où l'on pense que l'autre est à l'autre bout du fil, mais il peut avoir aussi quitté la pièce et revenir de temps en temps en faisant 2, 3 et il peut très bien quitter la pièce, puisque de toute façon la personne qui est dans cet état émotionnel des heures, elle va faire que parler, donc elle va pas trop laisser non plus d'espace pour de la respiration, des échanges, des questionnements, et voilà, je pense qu'elle ne s'apercevra même pas que l'autre a disparu au bout du fil, hein. Donc Heather, eh bien, ça va combler aussi cette souffrance que nous pouvons ressentir dans les moments où on se sent terriblement seul et on a envie de raconter tout ce que l'on vit et qu'il n'y a pas d'oreille attentive, justement, il n'y a pas de présence, il n'y a personne. Donc on va le solliciter, on va le chercher. Et là, eh bien, je vais être dans cet état où je vais être plus dans l'acceptation, on va dire, dans même peut-être, pourquoi pas, commencer à savourer aussi les moments où je vais être seule. Et puis comprendre aussi que je ne peux pas vivre un échange avec l'autre que sur une modalité, c'est-à-dire moi. C'est pas possible. La relation à l'autre se fait justement dans la relation, c'est-à-dire que ça va dans un sens, mais ça retourne aussi à l'autre. Et donc il y a une sorte de fluidité, d'énergie qui fait qu'il y a une interaction. Et cet état-là peut être extrêmement pénible pour les autres, et du coup celui qui a quitté la pièce en pensant que voilà, ça n'allait jamais s'arrêter, des fois elle va même pas décrocher le téléphone en disant oh non mon Dieu, tout ça, mais pas elle ou pas lui, parce qu'on sait qu'on en a en général pendant des heures. Donc ça va encore surenchérir dans cet sentiment d'extrême solitude que ressent Heather, ou que je peux ressentir dans ces moments-là, parce que quand je dis nous et nos émotions, je ne m'exclus pas des émotions, et j'ai moi-même traversé des moments de vie où je me suis sentie, des fois après des soirées ou des moments, par téléphone ou d'autres, me dire mais j'ai même pas posé la question de savoir comment lui ou elle allait. En fait, je n'ai passé que mon temps à parler de moi et de ma problématique. C'est quand même un peu lourd par moment. Alors ça peut évidemment être ponctuel, et comme toutes les émotions que nous traversons, il n'y a aucun souci, et même si c'est récurrent. Mais pour le coup, si j'ai vraiment envie de me remettre en question et de me dire que si je suis si seule, peut-être que finalement, peut-être que je pompe l'air des autres, peut-être que je prends trop d'espace et que ça devient très vite fatigant d'être à mes côtés, parce que finalement, on va peut-être me fuir, ou on va fuir en tout cas la problématique que j'évoque à chaque fois. Et on peut passer aussi pour des gens extrêmement, comment dire, rébarbatifs, parce qu'en fait, ça tourne en boucle sur tout le même sujet et sur surtout le nombril, en fait. Hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, à ce moment-là, Heather sera plus un soutien pour comprendre comment je fonctionne. Peut-être que justement, cette écoute et cette ouverture dont j'ai besoin va être nécessaire pour pouvoir vraiment me défocaliser sur ma problématique, porter de l'intérêt à l'autre et voilà, créer une vraie interaction, libérer de l'espace pour l'autre, accepter aussi d'être seule et de ne pas tout le temps non plus raconter tout ce qui m'arrive. Peut-être fractionner, peut-être sectionner, peut-être dire mais pas tout. En tout cas, c'est toujours pareil avec les fleurs de bac, il n'y aura pas de réponse type.
C'est-à-dire que quand je vous parle de toutes ces fleurs ce soir, tout ce que j'ai pu raconter autour de la fleur au versus positif quand j'aurai pris la fleur, restera quand même une teinte, mais c'est pas forcément comme ça que la personne va le vivre ou que je vivrai par rapport à cette problématique. Si j'ai besoin des heures, peut-être que j'aurai simplement des fois un trait de, je dis pas de génie, mais de lumière qui me traversera l'esprit en disant ah là là, mais j'aurais quand même pu faire attention à l'autre. Peut-être que c'est juste ça pour quelqu'un. Pour quelqu'un d'autre, ça va dire oh là, mais qu'est-ce que c'est peut-être moins dur pour moi en ce moment de me retrouver seule face à cette situation et je l'accepte tout à fait bien. Donc chacun aura sa façon de comprendre chacune des fleurs de bac qu'il va prendre avec ses modes de compréhension, d'épanouissement à travers chacune des émotions. Et il n'y a pas de réponse type en fait. C'est pour ça que Bach a laissé cette immense liberté de compréhension des fleurs à travers ce que nous sommes. Donc bien sûr, j'ai écrit des bouquins, donc on pourrait dire oui, mais tu as écrit ça, donc c'est ça. Oui, mais non. En fait, à chaque fois, moi, quand j'écris, je dis toujours qu'il n'y a pas de réponse type et que ça reste quand même qu'une base. Et Bach a écrit donc un bouquin qui s'appelle, traduit en français, Guéris-toi toi-même. Il décrit les 38 fleurs. Il y a une description qui est très succincte avec quelques mots. Et après, il n'y a pas de retour sur « ça va faire ça ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que voilà, c'est aussi à moi de l'expérimenter. Donc bien sûr que là, bien sûr, vous allez me dire « d'accord, donc tu parles pour rien ». Non, parce que forcément, ça passe évidemment à travers les expériences que j'ai eues. Puis je parle aussi un peu de moi, donc forcément, si ça vous intéresse, ça peut faire peut-être comprendre un peu à travers des exemples que je donne qui sont concrets, puisque c'est ma réalité. Des émotions, mais encore une fois, vous allez expérimenter toutes les fleurs que j'ai citées, que ça peut être Red Chestnut, ça peut être Pine, ça peut être, qu'est-ce que j'ai cité, Mimulus, ça peut être Larch, ça peut être, Walnut aussi que j'ai cité, Cerato, Heather, mais vous, comment vous allez les vivre ? Je n'en sais rien, j'en ai aucune idée. Et puis à la limite, je dirais je m'en fiche, mais ce qui va m'importer surtout, c'est votre état d'équilibre, c'est-à-dire ces états de conscience qui vont émerger en disant à travers ça, ce soir, j'ai compris que peut-être que moi, j'ai peut-être un fonctionnement comme ça. Ça me gêne pas trop, je vais pas prendre de fleurs, mais si ça prend trop de place, si ça m'empêche d'avoir de belles relations avec les autres, si je me sens pas libre d'être vraiment qui je suis, si je suis pas tout à fait bien avec la façon de fonctionner, à ce moment-là, j'ai envie d'expérimenter. Et ensuite, l'expérience, elle sera ce qu'elle sera. Il n'y a pas d'attente particulière. Donc, ça reste qu'une expérimentation. Et ce qui est chouette, c'est que comme on est plusieurs sur Terre, on aura chacune nos expériences, ou chacun nos expériences en fonction de qui nous sommes. C'est cette grande liberté aussi. Coucou Séverine, contente de te voir. C'est cette grande liberté aussi que nous avons chacun et chacune à expérimenter, sans jugement, encore une fois, sans injonction, sans attente particulière, juste foutons-nous la paix aussi avec nos émotions, mais en même temps, comment se fiche la paix quand on est ok avec soi et que tout va bien, et même quand on est des vrais emmerdeurs avec des vrais hasers, ou à demander tout le temps tout ce qu'on... Je sais pas, on pose toutes les questions à tout le monde, même si on est tout le temps dans l'inquiétude pour l'autre, même si on est tout le temps dans la dévalo, on a le droit de l'être. Après tout, on est ce qu'on est. Mais si on en a ras-le-bol d'être comme ça, c'est peut-être le moment justement de changer de comportement, en tout cas d'essayer de le modifier, ou en tout cas essayer de comprendre comment on fonctionne, et en tout cas essayer d'être vous savez, on passe tellement de temps avec soi-même. Le but, c'est quand même d'être bien avec soi, parce que des fois, on s'auto-soule, on s'auto-énerve, et puis des fois, on s'adore même dans nos chiatiqueries. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire quand même, parce qu'à un moment, effectivement, ça peut être super chiant de se dire, mais c'est pas possible, t'en es encore là. On pensait des fois, quelquefois, avoir évolué sur certains plans de nos vies. Eh ben pas du tout, ou en partie. Et des fois, ça revient, et donc c'est pour ça que les fleurs aussi, elles sont là pour nous accompagner, et puis pour nous faire, nous donner une lecture de nous-mêmes qui est quelquefois dans la douceur aussi, dans la bienveillance de ce que nous sommes. Ne portons pas jugement, arrêtons aussi de nous faire du mal. Alors, je parlais de paille tout à l'heure, arrêtons aussi tout le temps de nous justifier, de nous auto-flageller, de nous faire du mal avec tout ce que l'on peut sentir de soi. C'est pas ça qui va faire avancer tout ce qu'on a à faire. C'est au contraire, ça va plus nous brimer, nous retenir, nous limiter, nous affecter, nous empêcher, nous condamner.
Et on doit, au mieux que nous pouvons, vivre libre, détaché déjà du regard qu'on porte sur soi, et donc forcément qui est en interaction aussi avec le regard des autres. Mais ce regard des autres, c'est vraiment nous qui donnons cette impulsion. On est vraiment le maître à bord de nos émotions. Notre âme, elle ne demande qu'à être en paix, et cette paix, c'est souvent... voilà, le relais ne se fait pas au niveau de l'esprit avec tout ce qui nous encombre, avec toutes nos croyances, toutes nos peurs, toutes nos limitations, etc. Donc voilà, on a le choix de vivre comme on vit, mais voilà. Et bien écoutez, je ne sais pas, il n'y a pas eu trop d'échanges, un tout petit peu, mais peut-être à la prochaine. Je vous le souhaite, en tout cas, de revenir voilà, discuter. Si vous avez envie un jour de participer et demander comment dire, à ce que vous soyez en live avec moi en direct. Moi, c'est avec plaisir, comme ça on peut échanger aussi sur des thématiques. Et donc après, je vais la poster en IGTV, ceux qui sont arrivés plus tard, si vous avez envie de la revoir ou pas, partagez si vous avez aussi envie, et puis mettez des commentaires. C'est aussi sympa de se dire que voilà, ça a du sens aussi de passer du temps à parler de nos émotions. Je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à la semaine prochaine à 17h45. Au revoir.